Le journal permanent attendra quelques instants, un petit quart d'heure. Mickaël Dorian, pour l'instant, on vous retrouve en studio sur Europe 1 avec vos invités. Michel Fayad, analyste politique et géopolitique, et Gilles Boutin, journaliste au Figaro Économie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. La rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine approche à grands pas et se précise. Une rencontre prévue vendredi en Alaska. Et en amont de cet entretien, le locataire de la Maison-Blanche a loué hier, durant une conférence de presse, le respect du chef du Kremlin à l'égard des États-Unis. Il a tenu en revanche des propos, vous allez l'entendre, beaucoup moins sympathiques à l'égard du président ukrainien. Écoutez. J'étais un peu contrarié par le fait que Zelensky dise « Eh bien, je dois obtenir l'approbation constitutionnelle ». Je veux dire, il a l'autorisation de faire la guerre et de tuer tout le monde, mais il a besoin d'une autorisation pour procéder à un échange de territoire, car il y aura des échanges de territoire, je le sais, grâce à la Russie et à des conversations avec tout le monde. Voilà, donc pour les mots de Donald Trump à l'égard de Volodymyr Zelensky, qui a eu des mots très forts aussi, lorsqu'il dit que Volodymyr Zelensky n'a pas demandé d'autorisation finalement pour entrer dans cette guerre et pour tuer des gens. Donald Trump, un jour, met la pression sur Poutine, le lendemain sur Zelensky. Comment interpréter ce changement de ton successif de Donald Trump, Michel Fayad ? Je pense que les États-Unis Donald Trump voit dans la Russie une possibilité de faire davantage d'affaires et de business, comme il dit, avec que l'Ukraine. Déjà rien que la rencontre en Alaska, c'est un signal parce que l'Alaska fait partie du pôle Nord, de la région arctique, et c'est une région où la Russie contrôle 11 fuseaux horaires, donc quasiment la moitié du pôle Nord. Il y a également le Groenland qui est présent, le Canada, qui sont deux pays visés par les États-Unis de Donald Trump. Et comme ils se sont pas très bien entendus, vu que Trump voulait les annexer, eh bien, il reste la Russie avec qui il veut coopérer pour développer les richesses naturelles qu'a l'Arctique, donc pétrole, gaz, terres rares et autres métaux stratégiques. Il y a aussi le fait que vous savez, depuis Barack Obama, les États-Unis sont devenus l'un des 3 plus grands producteurs de pétrole au monde, avec la Russie justement et l'Arabie Saoudite. Et donc, il y a un intérêt convergent entre les 3 pays pour que le prix du baril soit à un certain niveau et pas à un autre. Et il y a également d'autres choses assez intéressantes dans ce qui est filtré, de ce qui pourrait être dans l'accord final de vendredi, c'est le fait de faire une ligne de démarcation qui durerait pendant 49 ans ou 99 ans. Alors, ça rappelle un peu ce qu'il a fait il y a quelques jours, en fait, lors de sa pseudo-résolution du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, où justement il a pris le contrôle de la route qui est entre l'Arménie et l'Iran et qui relie du coup les deux régions de l'Azerbaïdjan, et pour 99 ans. Donc c'est un système à la Trump. Et une dernière chose aussi que je trouvais assez intéressante, c'est que lorsque Trump a voulu envoyer quelqu'un en Russie pour négocier, il n'a pas envoyé Marco Rubio, qui est un diplomate et qui est pro-ukrainien. Il a envoyé Witkoff, qui est un homme d'affaires, un magnat de l'immobilier, et qui est quand même qui a de bonnes relations avec les Russes. Donc finalement, en fait, l'objectif des Américains au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à un accord avec la Russie. Je pense que ce qui se trame pour vendredi est déjà pour parler depuis assez longtemps. Et je pense que donc vendredi, il y aura bien un texte qui sera présenté. Et une dernière chose, c'est que je pense que ce texte ne sera pas très long, parce que lors de la dernière conférence de l'OTAN, si vous vous souvenez, Trump avait demandé à tous les participants que le communiqué final ne fasse qu'un recto et surtout pas de recto verso. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas envie que ça soit trop long. Gilles Boutin, l'objectif, on l'a entendu, Michel Fayad l'a dit, effectivement, c'est d'obtenir ce cessez-le-feu de la part de Donald Trump. Ce qui nous interroge, c'est la méthode. La méthode du président des États-Unis. On a l'impression, on ne sait pas si c'est réellement calculé, on se demande si Donald Trump n'est pas un peu perdu finalement dans ce dossier, lui qui pensait résoudre ce conflit en 24 heures. Aujourd'hui, il semble ne plus savoir sur quel pied danser. Je suis absolument d'accord. Il donne vraiment l'impression d'être perdu et son irritation augmente à mesure que la rencontre approche et qu'il sent que le dispositif ne colle pas avec ses intentions.
Or, Donald Trump le dit à corps et à cri, il veut la paix. Mais il n'y a que des irritants qui se mettent sur son chemin. Et il est certainement sincère quand il le dit. Ah mais je le crois absolument, sauf que lui, il a son prisme à lui qui est assez simpliste. C'est-à-dire que lui, il veut la paix pour faire du business. Et la paix, à son sens, c'est un simple arrêt des combats. Et il ne voit pas le souci pour les Ukrainiens de reconnaître qu'ils ont perdu 20% de leur territoire. Ouais. Si pour n'importe quelle nationalité, enfin nous Français, je pense, serait insupportable. Et ça, il ne se dit pas que c'est insupportable et que c'est un blocage fondamental pour les Ukrainiens. Lui, il ne voit la chose que sous l'angle du business et avec son prisme néo-impérial qui revient, où on peut se partager le monde avec Vladimir Poutine. Je pense que cet endroit, vous parliez du lieu, l'Alaska, qui est quand même très symbolique. On en a déjà parlé un petit peu hier sur le fait que de cet endroit isolé, on va pouvoir discuter la répartition des ressources, des terres rares. Et puis Donald Trump, lui, il considère qu'un certain nombre de territoires dépendent de son influence directement, comme le Groenland, même le Canada, l'Amérique du Sud. Donc, a priori, Donald Trump ne voit pas tellement d'un mauvais œil. Il ne peut pas être trop réprobateur vis-à-vis de la politique de Poutine, qui est elle-même impériale. C'est une résurgence d'un impérialisme. Donc, il ne peut que être compréhensif face aux velléités de Vladimir Poutine de vouloir avoir la main sur sa frontière proche. Donc, pour revenir aux irritations. Parce que tout ça est quand même très difficile à suivre. Il y a encore quelques heures seulement. Donald Trump, Vladimir Poutine, pour Donald Trump, était un tyran. Il y avait un ultimatum sur sa tête. Mais c'est en ce sens que je dis que son exaspération varie à mesure que la rencontre approche. Et il est énervé parce que il s'énerve à la fois contre Zelensky en lui reprochant des choses absolument fausses. C'est-à-dire qu'il l'accuse d'être responsable de la guerre. Enfin, c'est l'Ukraine qui s'est fait envahir jusqu'à preuve du contraire. Et on a senti qu'il avait un discours très pro-Kremlin pendant toute sa campagne, il était très influencé. Et puis au début de sa mandature, il a été également très favorable. Et à mesure qu'il a senti que Vladimir Poutine se jouait de lui, c'était visible. Et dans des prises de parole, il a fait montre de son exaspération. Il s'est même publiquement demandé si Vladimir Poutine n'était pas en train de se moquer de lui. Et là, à mesure que l'échéance se rapproche, on sent une intensification en fait de ces choses qui le tiraillent, de cette pensée que personne ne veut aller dans son sens, pas même les Européens qui passent leur temps également à soutenir les Ukrainiens. Donc c'est en ce sens que je dis que Donald Trump doit composer dans sa psyché, dans sa vision du monde, avec des irritants qui sont les Russes qui ne veulent pas faire la paix, ils intensifient leurs opérations sur le terrain en ce moment même, les Ukrainiens qui sont intransigeants et on les comprend sur les concessions territoriales, et les Européens qui sont soucieux de leur propre sécurité et qui veulent également défendre le principe de souveraineté des Ukrainiens. Michel Fayad. C'est tous contre Trump en fait dans sa psyché. Ça ressemble un peu à de la paranoïa. Légèrement. Gilles Boutin nous disait il y a quelques secondes que pour Donald Trump, il y a quelques jours, il se disait que Vladimir Poutine se moquait peut-être de lui. Mais est-ce que finalement il n'a pas raison ? Est-ce que c'est pas ça le problème ? Et c'est encore une fois ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire qu'une nouvelle fois, Vladimir Poutine est en train de se jouer de Donald Trump. En fait, en tout cas, il se joue bien de Zelensky, parce que le but, c'est vraiment d'arriver à un accord avec Trump et qu'ensuite Zelensky soit forcé soit de l'accepter, soit de le refuser et de passer pour étant le méchant qui refuse la paix aux yeux de Trump. Et Trump a une arme en main face à Zelensky qu'on ne contrôle pas, c'est le fait que l'Ukraine a besoin de l'aide financière du FMI. Et parce que l'année prochaine, d'après la Banque mondiale et le FMI, l'Ukraine sera en situation de faillite économique. Et donc déjà en janvier 2022 et en 2021, l'Ukraine avait essayé d'obtenir un accord avec le FMI, chose qu'elle n'avait pas pu obtenir. Et donc les États-Unis sont les premiers contributeurs du FMI et peuvent bloquer toute aide financière à l'Ukraine, en dehors même de l'aide financière pour l'aspect militaire. Donc ça voudrait dire pour l'Europe qu'elle doit remplacer les États-Unis complètement d'un point de vue militaire et complètement d'un point de vue financier remplacer le FMI potentiellement. Enfin, c'est quand même un coût énorme. Est-ce que l'Europe est vraiment prête à le supporter ? Je suis pas sûr. Surtout que, à mon sens, il y a deux choses. Premièrement, hier, dans sa conférence, Donald Trump a dit que il y a un très bon général à qui j'ai livré des armes et qui a pu repousser les Russes qui voulaient prendre Kiev en 4 heures. En fait, ce général dont il parle, c'est celui que Zelensky a nommé comme ambassadeur de l'Ukraine en Grande-Bretagne et qui est aujourd'hui la personnalité la plus populaire en Ukraine. Pourtant, il est très extrémiste. Il est encore plus extrémiste que Zelensky contre la Russie.
Mais en tout cas, Trump l'a évoqué hier comme si on a quelqu'un, au cas où tu refuses, on peut sortir quelqu'un d'autre de notre chapeau et signer peut-être un accord avec lui. Donc il y a ça. Et l'autre chose, c'est que les États-Unis, moi je pense que les États-Unis et la Russie se sont entendus au moment de l'accord entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie il y a quelques jours, parce que l'Arménie a toujours eu le soutien russe, même si ce soutien s'est pas tellement vu au moment de la crise du Haut-Karabakh où les Arméniens ont été jetés dans la rue, 120 000 de leur terre ancestrale. Mais il n'empêche que tant que la Russie était derrière l'Arménie, bien l'Arménie ne voulait pas signer le moindre accord avec l'Azerbaïdjan. Et là, d'un coup, la Russie est prête à accepter que l'Arménie signe avec l'Azerbaïdjan, et ce qui rend fou également l'Iran qui perce la seule route qui lui permettait de relier, d'avoir une route, disons, pas hostile en face de lui. Donc je pense que Poutine a voulu montrer à Trump que, voyez, moi je vous ai laissé faire cet accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, moi je suis de bonne augure, je présente les choses bien, etc. Moi je suis prêt à faire le cessez-le-feu. Vous savez bien que mes gens sont pas morts pour rien, on a conquis 20% du territoire, on va pas le rendre. Alors faisons la paix comme ça. Et tout ça, ça parle à Donald Trump, je pense. Alors toujours est-il qu'en vue justement de ce cessez-le-feu, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky vont devoir à un moment donné se parler. En tous les cas, c'est ce qui a été dit, qu'une rencontre serait envisagée entre Donald Trump, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Pour le moment, c'est pas gagné. Le président ukrainien a estimé il y a quelques heures que la Russie ne souhaitait pas faire la paix, mais souhaitait tout simplement continuer la guerre. On écoute Volodymyr Zelensky et on débat juste après. Aujourd'hui, il y a eu un rapport des services de renseignement et du commandement militaire sur ce sur quoi Poutine compte et ce qu'il prépare réellement. En particulier, cela inclut des préparatifs militaires. Il ne se prépare certainement pas à un cessez-le-feu ou à la fin de la guerre. Poutine est déterminé à présenter sa rencontre avec l'Amérique comme sa victoire personnelle, puis continuer à agir comme avant, exercer des pressions sur l'Ukraine comme avant. Voilà, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Cette guerre va bientôt, ça fait combien de temps ? 3 ans ? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Finalement, on a l'impression que rien n'avance. C'est-à-dire, on écoute aujourd'hui, nous sommes en 2025, le 12 août 2025, on a l'impression d'entendre Volodymyr Zelensky au début de cette guerre, Gilles Boutin. Oui, je suis d'accord sur le constat du président ukrainien. Rien n'a beaucoup bougé et surtout, ça nous rappelle que les deux camps ne parlent pas du tout le même langage. C'est-à-dire que quand on parle de paix d'un point de vue occidental, on pense à l'arrêt des combats. Vladimir Poutine, lui, il pense arrêt des combats, mais il pense frontières, il pense zone d'influence, désarmement de l'Ukraine, renoncement à l'intégration de l'OTAN ainsi que de l'Union européenne, me semble-t-il. Donc c'est pas du tout les mêmes. Changement de régime. Alors évidemment, et en plus ajouter à cela qu'il a toujours considéré l'Ukraine comme faisant partie de sa zone d'influence et qu'il devait avoir le pouvoir d'influer sur le résultat. Et à chaque fois qu'il veut une Ukraine sans Zelensky, ça depuis le début. Sans Zelensky et qui soit pro-russe. À chaque fois qu'il y a eu un régime qui se détachait de l'influence russe, on a vu qu'il y avait une influence la crise de Maïdan, c'est ça, et c'était des influences russes, et à chaque fois c'est perçu par Poutine comme une ingérence occidentale. Donc on ne voit pas pourquoi les intentions fondamentales de Vladimir Poutine changeraient à l'égard de l'Ukraine, et ça, Zelensky l'a bien compris. Et je suis toujours effaré d'entendre une propagande pro-Kremlin qui est très diffuse et présente même chez nous en France. Vous entendez chez votre coiffeur, chez beaucoup de gens. Enfin, moi, ça a été chez un coiffeur et je l'ai aussi entendu chez d'autres. Zelensky serait le responsable du maintien de la guerre. C'est-à-dire que cette inversion de la faute est très très présente et ça, c'est une vraie réussite du discours du Kremlin qui a réussi à essaimer. En ce sens, il a ce soft power qui lui permet d'œuvrer et qui a touché aussi Donald Trump dans sa vision du monde. Et donc Vladimir Poutine a des objectifs qui sont constants et qui ne varieront pas. Et ça, Zelensky l'a très bien compris. Alors, il y en a un qui tente toujours de peser dans ces discussions, même si pour le moment sa voix se fait difficilement entendre, c'est celle du président français Emmanuel Macron, qui a renouvelé son soutien à l'Ukraine. On va continuer à en parler dans